Bonjour, bienvenue aux expériences de paysage. Nous sommes ce matin hors les murs, à Rocancourt, près de Versailles. Nous sommes à l'arboretum de Chèvreloup qui se situe juste à l'arrière du château de Versailles, plus précisément du Trianon. Donc nous avons la chance ce matin de pouvoir filmer Frédéric Achille, responsable de l'arboretum depuis Chèvreloup depuis hier. Donc on vous félicite depuis aujourd'hui. C'est son premier jour, ça tombe très bien, on ne vient jamais par hasard. Et Kinga Grish qui est ex-scénographe, jeune paysagiste qui vient d'obtenir un certificat en paysage à l'école de Versailles et qui a réalisé son diplôme il y a 1 an sur l'arboretum de Chèvreloup. Elle travaille aujourd'hui à l'agence de Laure Planchet qui va nous présenter son travail. Et nous avons aussi la chance d'avoir ce matin, de manière un petit peu imprévue, la grande directrice du Jardin des Plantes et de 5 jardins botaniques. C'est donc Isabelle Glay qui va nous faire une petite introduction. Donc d'abord, pour remercier la FFP d'avoir eu cette bonne idée de cette visite de l'arboretum, on est très honorés et très heureux de vous accueillir. C'est vraiment une profession qui tient à cœur au Muséum d'histoire naturelle, une profession d'avenir. Vous avez à inventer des futurs désirables au niveau des villes, au niveau des jardins. On sait que l'arbre, il y aura une place de choix. Donc on est très heureux de vous accueillir ici. Et moi, je voulais juste contextualiser cet arboretum. Donc en fait, comme vous l'avez dit, au Jardin des Plantes, il y a 4 jardins. Et l'arboretum est au cœur de cet écosystème. Donc ces 4 jardins, le plus connu, c'est le Jardin des Plantes à Paris. Mais on a aussi donc cet arboretum et puis un jardin en Provence qui est l'Armage Jean-Henri Fabre et un jardin plus tropical à Menton qui est le jardin du Val-Ramée. Donc ces 4 jardins qui travaillent ensemble avec au cœur de cet écosystème l'arboretum, puisque l'arboretum est le lieu de production des plantes qui sont ensuite distribuées dans les différents jardins, particulièrement au Jardin des Plantes dans lequel on a 2 fleurissements, présentation de plantes de collection tous les ans dans la grande perspective. Et la particularité du muséum, de ces jardins botaniques, c'est aussi d'avoir des espèces botaniques, donc naturelles, avec des récoltes de graines en nature, avec une grainerie qui se trouve à Paris et dont les productions sont aussi assurées à l'arboretum. Donc c'est tout ça que je tenais à expliquer. Et du coup, je vous souhaite une excellente visite qui, je l'espère, sera très enrichissante pour tout le monde. Ah oui, je voulais dire qu'on est aussi très heureux de recréer le lien avec la FFP. Je croise le regard de Yves Deshaies. Et autrefois, les étudiants de l'école du paysage assuraient des visites guidées de l'arboretum. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose, je trouve, d'avoir ce regard de paysagiste sur un espace botanique. Donc on espère que ça aussi, ça pourra redémarrer. Très bonne visite. Merci à vous. Donc, on essaiera d'aller à Menton aussi. On a nos expériences de paysage aussi en région PACA. Ça nous fait des visites à venir. Simplement pour vous dire qu'on va faire donc cette promenade en duo avec le botaniste et la paysagiste. Donc, l'idée c'est que évidemment le botaniste nous fasse sa visite de l'arboretum et nous parle aussi des arbres parce que la FFP on a souhaité faire un cycle de visites autour de planter les arbres. On sait qu'aujourd'hui tous les élus de France veulent planter des tonnes d'arbres. Nous, ça nous intéresse de savoir comment, avec qui, pourquoi, dans quel sol. Donc, on essaye de fournir avec ces conférences de la connaissance autour des arbres. Donc, on va regarder avec vous le suivi, le renouvellement, les nomenclatures, mais aussi tous les taxons que vous avez en place. Et puis, la paysagiste va pouvoir nous raconter son projet au fil de la promenade, c'est-à-dire les espaces, les zones d'accueil, parce qu'un arboretum, c'est aussi un jardin, des prairies, des espaces, c'est comme un grand parc aussi. Donc, voilà. Donc l'idée c'est qu'on écoute le botaniste au fil de la promenade et puis de temps en temps on fait des stops paysagistes pour voir un peu ce que tu as imaginé sur ces lieux. Mais on va d'abord commencer donc avec Frédéric Achille sur un peu d'histoire avec la stratification de cet espace et puis toutes ces cartographies que Adrien Fourès a imprimées pour nous ce matin. Merci à tous.
Alors là, on voit un premier plan de situation de l'arboretum du domaine de Chèvreloup, qui se situe au nord du domaine de Versailles et qui est partie intégrante du domaine de Versailles depuis la création, depuis 1680, à l'époque de Louis XIV, qui a étendu son domaine pour créer le petit parc, qui est ceint d'un mur de pierre, qui donc fait le tour de l'arboretum sur ses faces est, nord et ouest. Et on est séparé de Trianon simplement par l'allée du rendez-vous. Alors, à l'époque de Louis XIV, le domaine était un domaine de chasse en fait. Et de cette époque date une série de bosquets qu'on appelle des remises, qui avaient aussi un usage pour la protection du gibier. Et le vrai démarrage de l'histoire de l'arboretum, c'est dans les années 20, quand le muséum et le jardin des plantes veulent étendre leur surface de culture et de présentation. Et donc il est décidé d'attribuer une partie du domaine de Versailles, donc le domaine de Chèvreloup, au Muséum national d'histoire naturelle. Et c'est à cette époque que le muséum réfléchit à un plan de plantation d'un nouveau jardin qu'il va appeler le jardin de Jussieu, qui est un jardin botanique au sens complet du terme, c'est-à-dire un jardin qui comprend toutes les thématiques classiques d'un jardin botanique, allant depuis les plantes alpines jusqu'aux fougères, aux plantes aquatiques, les fruitiers, et ainsi de suite, et y compris les arbres, avec un secteur arboretum lui-même. Et pour mettre en place cela, le muséum fait appel à l'architecte de Versailles, l'architecte en chef de Versailles à ce moment-là, qui s'appelle François-Benjamin Chaussemiche, et qui dessine donc ce plan d'un jardin à la française en continuité des allées de Versailles. Et on aperçoit ici l'allée du rendez-vous, les allées de Trianon, et on voit ici, vous voyez, les allées qui croisent la limite de Chèvreloup, qui permettent d'étendre les perspectives de Trianon dans le domaine de Chèvreloup, avec un grand dessin à la française, avec de grandes allées qui partent en particulier en pas de doigt depuis la porte Saint-Antoine de Versailles, qui était vue à l'époque comme la future entrée du domaine, donc du jardin de Jussieu. Donc les plantations commencent dès 1920 avec un rythme soutenu dans les premières années, avec une création de pépinières, multiplication de plantes qui arrivent de tous les jardins botaniques de France et des correspondants étrangers. Et donc un bon dynamisme au départ, mais rapidement, il y a un manque de moyens se fait sentir, et puis c'est aussi la crise des années 30, puis la Seconde Guerre mondiale. Une partie du domaine est attribuée aux habitants de Versailles et du Chesnay pour créer des jardins potagers. L'histoire de l'arboretum se poursuit et relancée, on va dire, dans les années 60. Donc l'idée, c'est que le jardin de Jussieu était un peu, utopique, avec cette quantité de collections à présenter, qui aurait demandé une équipe énorme de jardiniers pour entretenir tout cela, et des moyens très importants que le muséum n'avait pas. Et donc l'idée, c'est de se recentrer vers des choses qui ont besoin d'espace, qui ne peuvent pas être cultivées au Jardin des Plantes à Paris, et qui ont besoin relativement peu d'entretien, c'est-à-dire les arbres. Et à cette époque-là, donc un architecte de l'État est missionné pour créer un premier plan paysager de l'ensemble. Et on abandonne l'idée du plan à la française des années 20 pour partir sur un plan beaucoup plus souple. C'est l'architecte, c'était Delage. Voilà. Et il y avait des routes, des parkings, les voitures étaient introduites au centre de l'arboretum, et un programme scientifique qui est développé. C'est ce qu'on peut voir sur le plan suivant. Donc il y a un jeune ingénieur qui s'appelle Georges Callen qui prend la responsabilité de l'arboretum et qui dessine un plan de plantation de l'arboretum avec une répartition dite biogéographique des espèces d'arbres. L'idée, c'est de présenter, d'être un peu encyclopédique. Donc il répartit toutes ces espèces selon ce plan de plantation. On voit ici chaque cercle correspond à une espèce. Il y a donc un secteur qui est consacré à l'Asie, un secteur consacré à l'Amérique, un secteur consacré à l'Europe, et un grand secteur au centre, au milieu de cette route qui fait une boucle, qui est consacré aux plantes, aux arbres d'origine horticole, c'est-à-dire les variétés, les cultivars qui ont été créés par l'homme, par hybridation, par sélection. Bien sûr, une partie des collections existantes auparavant de l'ancien jardin de Jussieu des années 20 sont intégrées dans ce programme, et ça reprend en particulier dans l'angle sud-est des collections de conifères qu'on verra tout à l'heure, et d'autres petites collections thématiques qu'on dit taxonomiques, c'est-à-dire qui sont centrées
autour d'un taxon, c'est-à-dire un groupement de la classification, c'est-à-dire selon les liens de parenté des espèces de plantes. Et on peut voir maintenant une photo aérienne qui présente l'état actuel de l'arboretum. Et on peut bien reconnaître effectivement le plan de plantation des années 60, le plan de paysager des années 60, et on aperçoit de ci, de là, tous les petits bosquets d'arbres qui correspondent aux plantations qui ont été réalisées depuis les années 60 sur la thématique biogéographique. Et puis on voit également les grands alignements qui datent des années 20, du premier plan à la française des années 20, et différents éléments plus anciens, comme ici le réservoir de Chèvreloup, qui lui est un témoin de l'époque royale, c'est-à-dire que c'est un réservoir qui a été créé en 1680 par Louis XIV pour recueillir les eaux qui s'écoulent sur le domaine de Chèvreloup afin d'alimenter les fontaines de Trianon. Et tout ça peut en arriver à notre plan de visite actuel qu'on distribue aux visiteurs, puisque les missions d'un jardin botanique, c'est à la fois la conservation de collections, la création de collections et la conservation de ces collections à destination des scientifiques. Et puis c'est aussi une mission très importante des jardins botaniques, c'est la mission de diffusion des connaissances. Et sur le plan, on reconnaît effectivement les zones biogéographiques, où les arbres sont présentés selon la thématique des origines géographiques de la nature de ces espèces, la zone horticole au centre et les zones thématiques taxonomiques dont je vous parlais tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc avant de partir, on va juste faire un tout petit point aussi avec ce diplôme. Tu peux nous en dire quelques mots? Là, je vois qu'il y a une double page aussi sur la stratification aussi des plants, mais plutôt finalement encore avant, c'est-à-dire quel était ce sol à l'origine? Donc en fait, Frédéric a imaginé un parcours à travers tout le site et on va avoir 3 arrêts en particulier. On va un petit peu justement parler également de paysage. Donc au niveau du quercetum, donc c'est le premier point où on va s'arrêter. Ensuite, pour questionner la question du rapport au territoire, la question de l'accueil aussi. Voilà. Donc une réflexion à la fois urbanistique, une réflexion sur la toponymie, puis une réflexion en termes de diffusion culturelle et d'initiation, on va dire, à la botanique et par un tour du monde des arbres à travers le chêne. Ensuite, il y aura un autre arrêt un peu plus long au niveau des conifères, voilà, pour se poser la question de l'adaptation des espèces face au changement climatique et notamment de la question du biome méditerranéen que beaucoup de gens questionnent parce qu'on imagine que d'ici quelques décennies, sans doute que nous serons concernés, on va dire, par l'étendue en fait de ce biome au niveau de l'Île-de-France notamment. Et ensuite, on finira par un arrêt prolongé également au niveau de l'étang, où là, il s'agira de renouer avec l'histoire du site et notamment son histoire hydrologique, puisque en fait, la plaine de Versailles est une plaine qui a été traversée par de nombreux rues, avec la présence de nombreux étangs, beaucoup artificiels notamment, comme celui d'ailleurs de Chèvreloup. Donc on pourra se poser la question de la zone humide, des plantations de zones humides, et puis également de la médiation et un petit peu de l'introduction à l'histoire de la botanique, et notamment des grandes épopées des chasseurs de graines. Donc on s'apesantira un petit peu là-dessus également. Merci beaucoup. Donc, on va partir. Donc, on fait cet arrêt ici dans ce croisement qui se trouve au centre de ce qu'on appelle le bosquet du Caucase. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une répartition biogéographique des plantes dans l'arboretum. Il y a un secteur plus, par exemple, plus sur la Californie, plus sur l'Est des États-Unis, l'Alaska, et ainsi de suite. Et ici, on a la transition entre la zone asiatique qu'on vient de traverser, un morceau de la zone asiatique qu'on vient de traverser, qui était consacré plutôt à l'Himalaya, l'Asie centrale. Et là, on arrive au Caucase. L'idée, c'est de faire la diffusion des connaissances, donc de mettre des panneaux qui expliquent au public ce qu'il peut découvrir dans l'arboretum. Et vous apercevez ici un parcours qu'on a monté cette année sur la thématique des insectes pollinisateurs. Et donc, il y a une exposition en salle à l'accueil de l'arboretum qui se poursuit sur un parcours d'1,6 km pour découvrir les différents habitats des insectes pollinisateurs. Alors, le premier groupe ici, c'est le tilleul de Caucase. Donc, c'est une espèce de tilleul qui, comme son nom l'indique, pousse essentiellement dans le Caucase. Et on va arriver ensuite sur la grande plaine qu'on appelle la plaine d'Europe, qui nous permettra d'avoir une vision un peu plus large, une perspective plus large sur l'arboretum lui-même. Ce sont des plantations. Alors, tout est planté. Donc on fait un petit spot sur ce que vous appelez la prairie. Oui, moi, la prairie d'Europe. Où est-ce qu'elle était la prairie dans le plan de Chaussmich? C'était ma question. Alors on est ici. Cette grande prairie que vous voyez ici, c'est ça. Ça correspond à un double alignement de peupliers
qui ont été plantés dans les années 20, mais qui sont arrivés en fin de vie, en fait, qui ont été abattus il y a, moi je ne les ai pas connus, donc ça fait une trentaine d'années. Et du coup, ça a dégagé cette grande prairie. Mais si vous vous souvenez du plan de plantation de Calène, avec tous les petits cercles, vous voyez que l'ensemble, l'idée du plan des années 60, c'était de couvrir l'ensemble du domaine. Il n'y avait pas de notion paysagère. Il y a eu donc le plan de Delage et Lafont qui étaient des paysagistes, eux avaient un peu des notions paysagères, mais par-dessus est arrivé le plan de collection du muséum, qui lui n'avait aucune vocation paysagère. Et même à cette époque-là, tout au début des plantations, il n'y avait même pas l'idée d'ouvrir au public. C'était une idée de faire une collection scientifique, simplement. D'où la couverture de l'ensemble du domaine comme ça, par des cercles d'arbres, qu'on peut apercevoir. Alors, on les voit bien ici. Là, vous avez par exemple un groupe de pins. Ce sont des pins de Pallas, si je ne me trompe pas, de pins noirs de Pallas. Donc c'est la variété, la sous-espèce de pin noir. Vous connaissez les pins noirs. Mais en fait, l'espèce de pin noir est répartie assez largement le long de la Méditerranée. Et il y a des sous-espèces qui sont définies par les botanistes. Et celle-ci, le pin de Pallas, c'est celui qui est près de la mer Noire. Les grandes prairies qui n'étaient pas forcément voulues. Et puis on voit une autre strate, ce grand bosquet de chênes et de frênes. Ça, c'est une des traces, un des témoins de l'époque Louis XIV. C'est-à-dire que ce sont les remises de chasse qui ont continué à évoluer, qui ont été conservées toujours aux mêmes emplacements, qui ont continué à évoluer depuis des siècles. Alors les arbres ne datent pas de Louis XIV, effectivement, mais la zone forestière elle-même date de cette époque. Donc dedans, on a des chênes et des frênes qui dépassent les 200 ans, on va dire. Et puis la trace du plan des années 20, on n'en voit pas beaucoup ici. On aperçoit au loin là, toute une grande série de cèdres de l'Atlas. Alors ce n'est pas, un dessin extrêmement défini, là c'est juste un bosquet. Là on voit moins bien, mais il y a des alignements de Chamaecyparis qui correspondent à ce plan de Chausse-Mich, où il y avait donc cette allée de peupliers, il y avait des allées qui partaient en étoile, et ici il était prévu une pagode. Alors c'était un peu inspiré de Kew, je ne sais pas pour ceux qui connaissent les jardins botaniques de Kew à Londres, qui a une grande pagode qui permet d'avoir la vue sur l'ensemble du domaine. Et ici on est un peu sur le point culminant de l'arboretum. Et donc il était prévu un immense rond-point avec je ne sais plus combien d'allées, 7, 8 allées qui partaient en étoile autour de cette pagode. Et maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'au fur et à mesure des années, sans le vouloir forcément, il s'est créé un paysage particulier qui associe ces différentes strates historiques et qui donne un paysage relativement ouvert parce que les plans de plantation des années 60 n'ont pas été entièrement réalisés, qu'on s'est rendu compte que tous les cercles là, qui avaient été disposés ne correspondaient pas forcément au sol. On avait une espèce qui était disposée pour des raisons biogéographiques à tel endroit, mais elle n'était pas forcément adaptée au sol qui se trouve à cet endroit. Du coup, les arbres n'ont pas poussé. Ou bien dans d'autres cas, il y a des cercles qui étaient prévus pour installer une espèce, et puis l'espèce, on n'a jamais réussi à s'en procurer en nombre suffisant, ou on n'a pas réussi à la multiplier, donc le cercle est resté vide. Ce qui fait que le plan des années 60 n'est pas du tout réalisé, mais en même temps c'est une chance, parce que ça permet d'avoir des espaces dégagés qui n'étaient pas prévus dans ce plan, et qui sont très importants pour le visiteur, et puis aussi pour le niveau de la biodiversité, puisque ce sont des prairies qui sont naturelles, qui sont fauchées une fois par an, et qui en fait sont des réservoirs aussi de biodiversité. Et jusqu'au point qu'il y a eu des études qui ont été faites récemment par le Conservatoire botanique national du bassin parisien, qui est aussi au muséum, et ils se sont rendus compte que ces prairies étaient extrêmement riches, et elles sont considérées comme des prairies conservatoires. Donc on va venir faire des récoltes ici de semences de prairiales pour ressemer, pour réensemencer d'autres secteurs d'Île-de-France, puisque ce type de prairie est un peu en voie de disparition en Île-de-France. Ça existe toujours, les prairies de fauche, je pense qu'on fait toujours du foin, mais dans de nombreux cas, elles ont été ce qu'on appelle, entre guillemets, améliorées par les agriculteurs pour augmenter leur productivité. Donc il peut y avoir des intrants qui ont été utilisés, des engrais qui ont été apportés, ou bien des espèces qui ont été sursemées, des légumineuses et autres, de la luzerne par exemple, qui ont été sursemées, ou d'autres espèces qui ont été sursemées dans ces prairies. Donc elles ont été un peu dégradées au niveau de la biodiversité, de la diversité floristique, de la diversité des insectes. Il y a une perte. Voilà. Et donc on essaie de mettre ça en valeur maintenant, à la fois les collections, à la fois le patrimoine historique, le paysage historique, et puis la biodiversité locale. Voilà. Quand vous replantez, comment ça se passe? L'ensemble de l'arboretum, une grande partie de l'arboretum est gérée en prairie de fauche. Donc c'est fauché une fois par an. On fait intervenir un agriculteur qui vient faire la fauche et qui récupère le foin,
qui est un foin de très bonne qualité, qui est du foin bio. Et donc ça nous permet d'alléger un peu le travail de l'équipe de l'Arboretum. L'équipe de l'Arboretum vient faire les finitions dans les zones qui ne sont pas accessibles par l'agriculteur. Et puis il y a aussi des zones qui sont gardées en prairie ou en frichée un peu plus longtemps, avec des fauches plus tardives, ou des secteurs même qu'on laisse se développer pendant 1 an ou 2, pour laisser se développer une petite végétation, tout en n'oubliant pas qu'il faut conserver nos collections botaniques d'arbres, qui ne sont pas forcément les plus poussants dans ce lieu, parce que ce sont des arbres exotiques qu'on vient cultiver ici, donc ils ne sont pas forcément dans les conditions idéales. Et donc pour les entretenir, on vient éliminer tous les jeunes arbres qui se ressemeraient naturellement. Renards, on a des chevreuils, on a aussi maintenant des sangliers. Voilà, il y a toute une faune, il y a aussi beaucoup d'oiseaux. On a par exemple une héronnière au bord de l'étang. Et du coup, je n'ai pas tellement répondu à votre question sur les plantations d'arbres. Donc il y a toujours un programme de plantation d'arbres. Nous produisons nous-mêmes nos arbres à partir de graines. Donc l'idée, c'est d'avoir des arbres dont les graines proviennent de la nature. Puisque souvent les arbres, malheureusement, en jardin botanique, en arboretum, il y a tendance à avoir une hybridation entre les différentes espèces. C'est le cas souvent des chênes, des épicéas. Et ça nous permet aussi d'avoir des spécimens qui viennent de différents secteurs géographiques de l'aire de répartition d'une espèce. Il y a des espèces qui ont des aires de répartition très restreintes, mais il y en a d'autres qui ont des aires très larges sur un continent entier. Et il y a une certaine variabilité entre les populations qui se trouvent au nord du continent ou celles au sud. Et on essaye d'avoir comme ça dans notre collection les différentes origines pour voir constater les différences morphologiques qui peuvent exister, les différences morphologiques mais aussi les différences physiologiques, par exemple d'adaptation au climat ou au sol local. Et donc nos arbres sont produits dans notre pépinière qui se trouve sur l'arboretum. On en produit entre 200, 300, 400 par an et ils sont implantés dans l'arboretum relativement petits. L'idéal, c'est de les planter le plus petit possible, mais après, il y a un problème de gestion, une difficulté de gestion, c'est que quand elles sont trop petites, elles sont plus fragiles, elles peuvent être attaquées par exemple par les chevreuils, ou bien c'est difficile de les repérer lors de la fauche, donc il y a des risques qu'elles soient abîmées, ou par les visiteurs aussi. Donc on essaye de trouver un équilibre, pas planter trop grand, mais pas trop petit non plus. Celui-ci, il n'est pas trop mal. L'autre derrière, il se sent très mal, il est en fin de vie, là, je pense qu'il ne va pas durer très longtemps. Et on constate, de toute façon, vous devez le constater un peu partout, ça constate aussi dans la nature un dépérissement un peu généralisé des arbres, avec des individus qui réussissent bien et d'autres qui réussissent moins bien. Voilà. Quelle est la provenance des graines que vous utilisez en pépinière? Il y a tout un réseau de jardins botaniques dans le monde. Il y a 500 000 jardins botaniques dans le monde. On a en réseau, on a environ 400 correspondants. Et ça nous permet d'aller commander chez tel ou tel jardin des plantes qu'ils ont été eux-mêmes récoltées dans leur secteur. Voilà. Au-delà de cette plaine, on arrive, là vous voyez un cèdre dressé, un cèdre fastigié et un cèdre pleureur. On arrive dans la zone horticole dont on parlait tout à l'heure, qui se trouve au centre de l'arboretum, avec au centre de ce creux, qui est le point de convergence des rues qui préexistait à tous les aménagements. Il y a l'étang au héron qui a été creusé dans les années 70. Et au-delà, alors on aperçoit aussi des grands arbres au fond, là c'est une autre remise de chasse. Et au-delà, on sort de l'arboretum et on commence à apercevoir le coteau de Marly. Et de temps en temps, on peut apercevoir un petit scintillement, c'est l'autoroute A12 qui est cachée un peu par les arbres tout au fond. On va couper à travers champs. Oui. On va avoir les pieds mouillés, mais bon. Vous les prélevez pas, les petits projets? Non, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ah non, on ne les vend pas. C'est les collections nationales, c'est interdit. Mais les petits? Mais même les petits, on n'a pas le droit dans les arbres. C'est des conventions entre les jardins botaniques. On a des plantes qui rentrent dans le réseau des jardins botaniques qui doivent être échangées au sein du réseau des jardins botaniques, mais on n'a pas le droit d'en faire un usage commercial. D'accord, donc ça préserve de rentrer dans des liens. Oui, c'est ça, exactement. Et surtout que les jardins botaniques de l'autre bout du monde nous envoient des graines de plantes, mais avec les conventions sur la biodiversité, les pays sont propriétaires de leurs ressources génétiques. Donc on a une dérogation pour avoir ces plantes sans payer des droits au pays d'origine, on va dire. Mais s'il y avait un usage commercial qui devrait être fait de ces trucs-là, il faudrait repartir au pays d'origine pour avoir les droits. C'est peut-être très rare, en fait, il faut faire un programme de conservation en lien avec le pays d'origine et puis c'est lui qui décide ce qu'il fait. C'est pas une interdiction absolue. C'est que pour faire quoi que ce soit avec les ressources génétiques d'un pays, il faut l'autorisation du pays, l'autorisation express du pays. S'il y a un jardin botanique qui va vraiment se conformer à toutes ces lois,
c'est nous. Petite pause ici, on va laisser parler notre paysagiste. Pour vous expliquer en fait justement ces strates historiques, peut-être Frédéric, tu veux expliquer ce qu'on voit ici? Alors ici, on voit, il y a pas mal de grands arbres. Vous avez un bosquet de cèdres de l'Himalaya, derrière tout un grand bosquet de cèdres, c'est celui qu'on apercevait tout à l'heure depuis la plaine d'Europe. Et ici, une des premières allées bien en bon état et bien visible, allée à la française, donc c'est l'allée des Noyers Noirs. Donc ça, c'est les strates, c'est la strate des années 20. Donc c'est le plan à la française de Chaussemiche. On a effectivement une première zone d'implantation, notamment qui mentionne les remises de chasse dont parlait Frédéric tout à l'heure. Donc ça, c'est la première strate. Ensuite, on a la strate du plan de Chaussemiche, dont vous voyez en fait qu'il ne reste que très peu de choses en fait au sud. Et ensuite, on a les secteurs biogéographiques des années 60, voilà, qui constituent en fait l'essentiel des plantations que l'on voit actuellement. Nous, on a l'état des lieux à partir des années 50 en fait. Et avant, c'est un peu une boîte noire. Et les noix, elles sont comestibles? Elles sont comestibles, mais elles sont difficiles à décortiquer. Mais sinon, elles sont très bonnes. Elles sont un peu plus sucrées que les noix de chez nous. Alors ici, on rentre dans ce qu'on appelle le quercetum. Le quercetum, c'est du latin quercus. Quercus, c'est-à-dire le chêne. Donc un quercetum, c'est un néologisme, si on veut, c'est un arboretum de chêne. Et donc c'est une collection qu'on a commencée encore plus tardivement que la collection des années 60. Donc elle a été commencée dans les années 80, à partir d'un stock de pépinières d'un pépiniériste spécialiste des chênes. Et les chênes, il y a environ 465 espèces de chênes dans le monde, des espèces réparties dans tout l'hémisphère nord et jusque dans les régions tropicales, dans les montagnes, avec un centre de diversification le plus important au Mexique, avec plus de 150 espèces de chênes au Mexique, et ensuite la Chine avec une centaine d'espèces. Et vous allez découvrir que les chênes, c'est beaucoup plus diversifié qu'on imagine. Tout le monde a l'image de la feuille de chêne avec ses lobes, mais en fait il y a des feuilles de chêne très différentes, alors du coup avec des noms communs, depuis le chêne à feuilles de châtaignier, le chêne bambou, le chêne saule, le chêne à feuilles de houx. Enfin, il y a toute une série de chênes très différents par leur feuillage et par leur taille, la taille de l'arbre. Ça va d'arbustes qui ne dépassent pas 1 mètre, c'est assez rare, jusqu'à des arbres qui vont 50 mètres de hauteur. 127 espèces et une trentaine de cultivars. En nombre d'arbres, je crois que c'est à peu près 500 arbres. Et le quercetum fait à peu près 5 hectares. À chaque fois, il y a combien de sujets de la même espèce à peu près? Alors, dans le plan de collection des années 60, c'est un cercle où il y a 6 individus. Dans le quercetum, c'est 1 ou 2 individus par espèce ou par cultivar. Souvent 2. Celui-ci, c'est Quercus ellipsoidalis. Alors, c'est un peu comme un chêne coccinea ou un Quercus rubra. Alors, l'avantage par rapport au chêne coccinea, par exemple, c'est que lui, il aime plutôt les sols secs. Alors, c'est plutôt acidophile aussi, malheureusement, comme beaucoup de chênes américains, mais il n'a pas besoin d'humidité dans le sol. Là, il y a un chêne que j'aime bien qui s'appelle le chêne du Maryland, Quercus marylandica, qui a une très jolie forme feuille triangulaire, moi je dis un peu en patte de canard. Donc, le feuillage est assez coriace, bien vert brillant. Il est assez résistant à la chaleur estivale, parce que souvent les plantes de la côte est des États-Unis, où il y a un climat très continental, ils ont des fortes chaleurs l'été. Bon, ils ont un peu plus de pluie, normalement c'est pas méditerranéen, mais normalement il résiste pas mal à la chaleur. Et là c'est un chêne à feuilles de saule, mais un cultivar à feuilles larges. Quercus phellos latifolia. Vous avez dans le livre qui est en vente à la boutique, un arboretum que tu as écrit, coécrit. Oui. Vous avez les herbiers de toutes les collections. On a des collections, je ne sais pas si vous connaissez le CCVS, le Conservatoire des collections végétales spécialisées. C'est une association au niveau français qui répertorie les différentes collections thématiques de plantes en France, dans l'idée de pouvoir, d'avoir un état des lieux de la conservation des espèces et des variétés en France. Ça permet d'avoir une sorte de réseau, alors qui ne comprend pas que pas uniquement les jardins botaniques, qui comprend aussi des particuliers, des propriétaires de parcs ou de jardins. Et dans ce cadre-là, il y a des collections qui sont labellisées selon leur niveau. Et nous, on a 4 collections qui sont labellisées au niveau national. On a la collection nationale de chênes, collection nationale d'érables, collection nationale de tilleuls et collection nationale d'épicéas.
Là, je vais vous montrer, j'espère que vous allez, avec les couleurs, arriver à bien voir, où en fait on se situe ici au niveau de l'arboretum et en fait on se rend compte qu'on a une zone urbaine, une façade urbaine quand même assez dense avec Parly 2 de l'autre côté de la départementale. Je me suis posé la question de cet emplacement-ci parce qu'en allant rencontrer certains des acteurs du territoire et notamment la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc, j'ai appris que la communauté d'agglomération avait acquis tout récemment, donc je pense il y a 2 ans maintenant, d'anciens entrepôts, les entrepôts Rivollet, dont vous entrepercevez les bâtiments qui sont ici, le long de la départementale. Et en fait, leur objectif est d'essayer de trouver une programmation pour ces lieux-là. Et lorsque je suis allée les rencontrer, ils avaient l'idée, à ce moment-là, peut-être de rentrer justement en dialogue avec l'arboretum et avec le muséum en particulier pour peut-être mutualiser les forces et proposer leurs services et proposer également ces bâtiments à réhabiliter pour peut-être offrir un lieu supplémentaire de description de la biodiversité, un lieu peut-être d'exposition, un lieu de médiation et peut-être éventuellement un lieu d'accueil. Là, l'intérêt, c'est que les entrepôts Rivollet, de l'autre côté, en fait, sont reliés à un passage souterrain qui mène vers la ville du Chesnay. Et donc, en fait, ça crée un lien en fait, de mobilité douce, en fait, à la fois pour les piétons, pour les vélos, pour les riverains, pour pouvoir accéder au site de manière, on va dire, privilégiée. Donc voilà, donc c'est l'hypothèse sur laquelle je suis partie. Et donc en essayant de combiner 2 aspects, donc un aspect proprement botanique et de médiation culturelle et horticole, et également de recréer ce lien justement et cet accès pour faciliter tout simplement l'ouverture sur la ville. Ça permettrait d'offrir, outre la mobilité douce qui est mon dada, mais également évidemment aux automobilistes une facilité d'accès et de stationnement tout à proximité de cette entrée-là. Merci Kinga. Les missions du muséum, c'est la conservation des collections de spécimens botaniques. Donc on connaît les origines, le pédigré. Donc ces collections servent à des chercheurs qui sont au muséum, qui vont faire des études scientifiques sur différentes thématiques. Ça peut être l'écologie, ça peut être la systématique, c'est-à-dire la classification des plantes, ça peut être la physiologie, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Une mission de diffusion des connaissances, donc ça c'est l'enseignement et la diffusion de la culture naturaliste auprès de tous les publics. Donc ça c'est en particulier le rôle de l'arboretum, c'est-à-dire de s'ouvrir pour que le public puisse découvrir des collections scientifiques, puisse découvrir des végétaux, découvrir la nature, être sensibilisé à la protection de la nature, ça c'est une partie importante de la diffusion des connaissances du muséum, et aussi apprendre, acquérir des savoirs naturalistes, la diversité des plantes, savoir qu'il n'y a pas qu'une espèce de chêne dans le monde, il y en a beaucoup. Voilà. Le premier dimanche du mois est gratuit aux visiteurs, pour tous les visiteurs. Et aujourd'hui, en plus, il y avait une course à pied très particulière qui a lieu une fois par an. Et juste pour dire pour l'avenir, donc effectivement, on se pose la question de ces jardins botaniques à l'heure des changements environnementaux. Donc là, on a lancé, l'idée c'est d'avoir une vision à 10 ans sur chacun de nos jardins. Donc on a commencé par celui qui est le plus proche, le jardin des plantes. Donc là, on est dans un schéma directeur à 10 ans. Avec l'architecte en chef des monuments historiques et elle a choisi de s'associer les compétences de Michel Desvignes. Donc c'est un travail d'équipe. Donc Michel Desvignes qui, comme Yves Déhay, était guide du parc à l'Arboretum quand il était à l'école du paysage. Donc cette année, on a lancé Paris, on a fait le diag, l'étude historique et on aura les propositions pour le printemps. Et là, on va lancer les 3 autres jardins, c'est-à-dire Versailles, Menton et l'Armas, avec pour une idée d'avoir dans 2 ans un schéma directeur qu'on déploiera sur les années à venir. Mais pour nous, c'est vraiment le moment où on se pose la question. Très bien. Et ça sera porté par Frédéric. Donc je suis Yves Déhay, paysagiste, et j'ai fait mes études à l'école de Versailles. Et de 83 à 86. Et pendant ce temps-là, j'ai eu la grande chance et le grand plaisir de faire les visites guidées de l'Arboretum. Il y avait un grand grillage, style grillage à gibier le long des autoroutes, qui coupait le domaine en 2 et n'était accessible qu'à nous, déjà, qui étaient à habilités, n'était accessible que 70 hectares à peu près. Il restait à peu près, après 130 hectares, qu'on appelait la zone interdite. C'est vraiment symptomatique de l'état d'esprit du moment. Voilà. Donc tout ça, beaucoup de très bons souvenirs. Une seule chose maintenant, par rapport au paysage, alors je ne sais pas si ma jeune collègue en fait état,
je me permets de dire, il faudrait faire attention à ne pas fermer toutes les prairies. Là, j'ai l'impression qu'on plante beaucoup. Et l'une des très grandes qualités de cet arboretum, c'est d'avoir... c'est un parc, quoi. C'est un parc. Le plan de Callen, moi j'ai connu, hein, j'ai parlé plusieurs fois avec lui. Le dialogue était un peu difficile parce que nous on était paysagistes et lui était savant, quoi. Mais on arrivait quand même à converser. Mais on voyait bien que lui il voulait planter vraiment. Et là, notamment dans la première partie, hein, dans la première demi-heure, là, moi j'ai eu l'impression que toute la prairie était plantée. Donc, je me permets de dire attention. Voilà. Et sinon, ben, bravo et continuez, parce que quand on vient là, c'est toujours un moment très, très riche et intense. J'ai déjà le micro. Globalement, on a la même idée de la présentation géographique, avec les mêmes aires de répartition. Mais après, dans le détail, on essaye de s'arranger avec le plan Callen pour conserver à la fois l'aspect esthétique et puis mieux adapter les sols aux plantes qu'on veut cultiver, le microclimat aux plantes qu'on veut cultiver. Donc ce n'est pas encore formalisé totalement sur les plans, mais dans la pratique, quand on fait les plans de plantation chaque année, on prend les deux aspects en compte. Alors, en sortant du Quercetum, donc la collection de chênes, on a traversé l'allée des platanes qui fait 400 mètres de longueur. Et on a traversé ce petit secteur où vous avez des très beaux conifères qu'on appelle le bosquet de l'Atlas. Et donc c'est le secteur, comme son nom l'indique, qui est consacré à l'Afrique du Nord, avec en particulier des sapins d'Espagne et du Maroc. Des conifères qui sont très résistants à la sécheresse parce qu'ils sont adaptés à ces montagnes méditerranéennes. Et ce sont des espèces aussi qui sont rares et menacées parce qu'elles se trouvent aussi sur des îlots de montagne qui sont noyés dans la zone méditerranéenne. Et avec le réchauffement climatique, eh ben, elles sont poussées vers le haut des montagnes et on ne sait pas jusqu'où elles termineront. Voilà. Et un autre arbre qui pousse très bien ici, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, c'est le chêne-liège. Donc là, il y a tout un groupe de chênes-lièges et ils poussent tous très bien. Et vous allez découvrir juste dans quelques dizaines de mètres la surprise, qui est un peu l'image emblématique de l'arboretum. C'est l'allée de cèdre bleu, qui date aussi des années 20 et qui fait 800 mètres de longueur et qui rejoint en fait en pas de doigt la porte Saint-Antoine avec l'allée des platanes qu'on vient de croiser. Là, je ne parle plus. Là. C'est l'allée, là, c'est ça ? Voilà, l'allée spectaculaire. Alors, on peut donc s'arrêter pour pique-niquer. Gambader dans l'allée pour donner un peu l'échelle. C'est une blague. Il y a un photographe qui m'a fait faire ça. C'est vrai. Donc, les pommes de pin, c'est les femelles, ça fait des graines. Ouais. Et les petits jaunes, c'est les mâles. Ouais. Oui, donc ici l'allée des cèdres bleus. Voilà. Alors ici, depuis qu'on a quitté l'allée des cèdres bleus, on se trouve dans ce qu'on appelle sur le plan moderne les clairières des conifères. Donc les arbres sont groupés par groupe taxonomique, c'est-à-dire selon leur parenté. Et en fait, je vous disais tout à l'heure, c'est que cette partie-là était débutée dès les années 20. Ce qui explique qu'on a ici beaucoup de conifères qui sont déjà très beaux et très âgés. Donc il y en a qui sont quasiment centenaires, a priori. On voit beaucoup d'arbres qui sont à maturité et certains autres qui sont très dépérissants. Alors ça dépend, alors c'est toujours difficile à dire quelle est la raison du dépérissement. Il y a certainement un effet climatique et il y a un effet aussi individuel, génétique, et puis aussi il y a le hasard des attaques des parasites ou des insectes. Là, il y a alors, vert foncé au fond, là, c'est un groupe de sapins d'Orient, Picea orientalis, sapins qui viennent du Caucase, on en a déjà aperçu dans la zone biogéographique. C'est-à-dire que dans la présentation de l'arboretum, on peut avoir les mêmes espèces qui sont présentées plusieurs fois, mais selon des thématiques différentes, dans un but pédagogique différent. Et voilà, donc ce sapin-là, il pousse très très bien. Il ressemble beaucoup à un épicéa de chez nous, le sapin des Vosges classique. Mais les aiguilles sont beaucoup plus courtes et elles ne sont pas piquantes. Et a priori, il est bien résistant à la chaleur et à la sécheresse et il pousse très bien. Derrière ici, vous avez aussi, vous verrez en passant, un très beau spécimen qui doit être centenaire. Alors, on ne reconnaît pas comme ça, mais c'est un sapin, c'est un Picea abies, c'est le sapin classique commun. Mais c'est un cultivar qui s'appelle Cranstoni. Et c'est donc le sapin pleureur, et qui est caractérisé par ses rameaux qui sont très pendants et qui sont très peu ramifiés. Alors il a toujours été un peu déplumé comme ça, mais il est encore plus déplumé depuis quelques années, avec la chaleur je pense, et puis là, il est certainement en fin de vie. Et puis après on va trouver les différentes espèces d'épicéas. Donc il y a en gros 33 espèces d'épicéas dans le monde, et on a quasiment toutes les espèces présentées à l'arboretum.
Et on aperçoit en particulier au milieu ici, avec sa silhouette particulière très colonnaire, très étroite, c'est un Picea omorica, un sympa de Serbie, qui est un arbre qui est très intéressant parce qu'il est bien résistant dans les jardins en région parisienne et en France en général, c'est un peu une espèce méditerranéenne aussi, et qui est aussi intéressant au niveau, comment dire, biologique, parce que c'est une espèce qui est micro-endémique de Serbie, donc dans une toute petite zone de quelques dizaines de kilomètres carrés, située sur des montagnes qui font la frontière entre la Serbie et le Monténégro. Et dans la nature, c'est une espèce qui est rare, qui est limitée à cette zone-là et qui est surveillée parce qu'elle pourrait être... elle n'est pas à l'abri, par exemple, d'un incendie qui détruirait les 3/4 de la population. Donc ça, c'est le grillage qui a été posé dans les années 20, qui appartient au domaine de Versailles. Chèvreloup, c'est vraiment la continuité du domaine de Versailles. Là, en fait, on voit un autre mur là, mais en fait, c'est un enclos dans l'enclos du parc de Versailles. C'est ce qui entoure le hameau de la Reine. Mais plus largement, c'est dans la partie Trianon. Et après, on verra un peu plus loin, on verra les allées qui sont en continuité entre Chèvreloup et Trianon. Mais il était prévu aussi d'en faire entre Chèvreloup et Trianon pour conserver les perspectives. Un bon projet à faire, ça. Oui, oui, oui. Des très beaux pins, des pins de Jeffrey, là, les grands pins très vigoureux. Ça fait partie des pins d'Amérique de l'Ouest. Il y a plusieurs espèces comme ça qui se ressemblent avec des très longues aiguilles qui font presque 30 cm. Et ce sont des arbres qui peuvent faire 50 mètres de haut dans la nature. On en verra de plus près tout à l'heure, des jeunes. En fait, on ne s'en rend pas compte parce que les arbres sont tellement grands que les aiguilles... Il est loin, il est grand. Regardez les aiguilles là-haut, ça fait quand même un sacré... Et on arrive dans la zone des conifères caducs avec une collection de cyprès chauves, Taxodium. Et là, on a les Cryptomeria. Donc là, la forme sauvage Cryptomeria japonica, le cèdre du Japon qui est endémique du Japon. Et là, des variétés horticoles qu'on voit plus souvent. Celui-ci, je crois que c'est Viminalis. C'est des formes moins ramifiées. Celui-ci, c'est Araucarioides, qui est encore moins ramifié. Et puis, vous avez aussi, on va le voir un peu plus loin, la forme juvénile du Cryptomeria. Et ça, c'est aussi un Cryptomeria japonica. Alors, si vous voyez, le feuillage ne ressemble pas du tout. Et en fait, l'explication, c'est que les conifères ont souvent un feuillage juvénile. C'est-à-dire que au stade plantule, les feuilles ne sont pas les mêmes qu'au stade adulte. Et dans certains cultivars, il y a certaines mutations font que le feuillage juvénile est retenu lors du développement. Au lieu de disparaître au bout d'1 an, l'arbre garde ce feuillage juvénile, d'où ces aiguilles très fines. Et c'est très sympa d'ailleurs, le Cryptomeria elegans, parce que c'est très doux en fait. On a l'impression que c'est piquant, mais c'est très souple et très doux. Par contre, l'inconvénient, c'est que l'arbre n'est pas très solide, il a tendance souvent à se coucher. Mais ça peut être beaucoup plus grand que ça. Adulte et sauvage derrière. Voilà. Et là, vous avez le Metasequoia, l'équivalent du cyprès chauve, mais le cyprès chauve c'est américain, le Metasequoia c'est chinois. Dans les années 40 en Chine, on connaissait des formes proches, mais à l'état fossile. On s'est rendu compte quand on a découvert l'espèce que c'était déjà une espèce nouvelle pour la science, qui n'avait jamais été répertoriée, vivante, et qu'en plus elle se rapprochait d'un fossile déjà existant. Et en 1948, il y a une expédition sino-américaine qui a été réalisée sur place. Ils ont récolté des graines et ils ont envoyé des graines dans le monde entier, dans tout le réseau des jardins botaniques. Donc maintenant, c'est une espèce qui est assez commune en pépinière, qui est un arbre qui pousse bien, qui est très, très beau. Mais vous n'aurez jamais un Metasequoia plus vieux que 1948. Et alors, j'ai pas l'âge, mais vous voyez les très beaux conifères au fond, là, les 3 grands, ce sont des Metasequoia. C'est les plus grands de l'arboretum. Et ils sont donc pas si vieux que ça. Ils ont 70 ans, quoi. Voilà. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit de 48. Mais il en reste très peu dans la nature en Chine, que la plupart des forêts ont été abattues en fait. C'est dans des zones pas urbanisées, pardon, mais très agricoles, qui ont été défrichées depuis des siècles et des siècles. Alors ici on a un très joli arbre que j'aime beaucoup, qu'on appelle le mélèze de Chine ou faux mélèze de Chine, Pseudolarix amabilis, qui vit au centre de la Chine, qui est très très beau. C'est un peu comme un mélèze mais avec des feuilles un peu plus épaisses et que ça prend une couleur, alors là c'est un peu en avance hein, parce que le climat est un peu particulier.
Ça prend une très belle couleur dorée à l'automne, comme les mélèzes en général, mais là c'est encore plus vif je pense. Et un beau feuillage qui reste vert frais comme ça tout l'été, avec des petites pommes de pin qui ressemblent à des petits artichauts, qui sont très jolis. Par contre l'inconvénient c'est que c'est un arbre qui pousse dans les montagnes en Chine, et il ne pousse pas très bien dans notre région. Certainement un manque d'humidité atmosphérique. Voilà, c'est un arbre un peu délicat à cultiver. Et celui-ci est assez vieux, mais il pousse très lentement. Alors, on vient de passer le groupe des mélèzes, des vrais mélèzes. Donc, il y en a toute une série ici, qui sont des arbres qui ont souvent un peu de mal à pousser en plaine. Donc là, bon an, mal an, ils ont quand même poussé, enfin ils sont déjà beaux, ils datent certainement des années 20-30. Mais il y a quand même pas mal de déprissements et de manière générale, les mélèzes, c'est jamais très heureux en plaine, ils sont rarement très jolis. Après, il y a plein de provenances différentes, il y a plusieurs espèces différentes qui viennent de Sibérie, des montagnes, des Alpes, d'Amérique du Nord. Et ils n'ont pas tous exactement la même réaction. Et sinon derrière, il y a un très bel arbre, on est passé devant, un des très grands arbres de l'arboretum. C'est un épicéa sitka, qui est un peu bleuté comme ça, et qui fait partie des plus grandes espèces d'arbres du monde. C'est toute la série les plus grands arbres du monde se trouve sur la côte ouest des États-Unis. Et dans le lot, donc, il y a les séquoias, le séquoia dendron, le séquoia sempervirens. Et puis il y a aussi l'épicéa sitka qui peut atteindre 90 mètres. Et le Douglas aussi qui est quasiment les mêmes tailles. Mais ce sont ils poussent quand même des conditions très particulières, c'est-à-dire que c'est des conditions hyper humides, hyper océaniques. Ils reçoivent des mètres d'eau. Réellement, en pluviométrie annuelle, c'est plusieurs mètres d'eau, c'est 5 ou 6 mètres d'eau. Et il ne fait jamais extrêmement froid non plus. Eric Achille, il aime bien les conifères-là. Et là, on voit ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la continuité du plan des années 20 avec les allées de Trianon. Et pour l'anecdote d'ailleurs, Versailles avait un peu oublié qu'il y avait cette continuité qui avait été créée par l'architecte de Versailles dans les années 20. Et l'allée qu'on voit juste derrière le grillage, c'est l'allée du rendez-vous, qui fait la séparation entre les deux domaines. Et cette allée est plantée de tilleuls. Et ils avaient planté des tilleuls, y compris dans la perspective. Donc on leur a demandé il y a 3 ans de réouvrir la perspective. Et comme on a une très bonne relation avec eux, puis ils se sont rendus compte que c'était un avantage pour les deux domaines, ils ont fait sauter les je crois, 3 tilleuls pour réouvrir la perspective. Wow. Donc là, on arrive à la fin de la série des clairières des conifères. Et là, on a le secteur qui est consacré aux séquoias, avec deux espèces. Il existe 2 espèces de séquoias dans la nature. Le séquoia sempervirens qu'on a juste ici, le séquoia à feuilles d'if, ou séquoia toujours vert, qui a des feuilles en aiguille dans un plan aplati. Et puis il y a le séquoia dendron giganteum, le séquoia géant, qui est ce deuxième séquoia qu'on voit ici, là il est petit mais il y en a des plus grands derrière, qui lui a des feuilles en écailles. Et alors le séquoia sempervirens, c'est lui qui monte le plus haut dans la nature, il peut faire jusqu'à 116 mètres. Et le séquoia dendron giganteum, c'est le plus gros, c'est celui où on a vu les images où il y a un tunnel et une voiture qui passe dedans. Donc il est en volume de bois, il est plus volumineux que le séquoia sempervirens, mais il monte moins haut, un peu moins haut. Je crois que c'est 96 mètres seulement. Et il peut vivre des milliers d'années. Et on s'arrête aussi ici parce qu'il y a une branche particulière sur ce séquoia sempervirens, qui est une branche qui a perdu sa chlorophylle. Donc ça illustre les mutations qui existent régulièrement sur les conifères. Ce sont des mutations qui ne sont pas au niveau de l'appareil reproducteur, mais qui sont au niveau de l'appareil végétatif. C'est simplement un bourgeon qui mute et qui se transforme. Donc. Et en fait, c'est une des grandes sources de cultivars, de variétés horticoles de conifères. Quand il y a une branche comme ça qui se transforme, qui prend des caractères particuliers, on peut les couper et les greffer sur un porte-greffe et avoir un arbre panaché, par exemple. Dans la nature, dans les forêts de séquoia, il y a des arbres comme ça qui sont entièrement blancs. Alors les Américains appellent ça les séquoias fantômes. Et donc on se demande comment ils vivent. Et en réalité, voilà, on sait maintenant que les arbres vivent en réseau et qu'il y a des connexions entre les racines. Et donc ces petits séquoias, ils ne font pas la même taille que les autres. Ils restent petits en sous-bois, ils font quelques mètres de hauteur. Mais en fait, ils arrivent à survivre en étant branchés sur les racines de la population de séquoias. Je viens
enrichir un tout petit peu les propos de Frédéric. Pour moi, dans les sujets en fait, qui se posaient de manière assez importante, on va dire, au niveau des arboretums, il y avait la question de la réflexion et de l'expérimentation en fait, de l'avenir en fait, de nos espèces face au changement climatique. Le cyprès, qui est le cyprès de Provence, très présent et très emblématique de paysages méditerranéens, très présent en Toscane notamment, est-ce que c'est un arbre qui serait amené avec son cortège végétal et son cortège animal plus généralement, qui serait amené à se développer en fait de manière plus globale sous nos latitudes. Donc l'idée pour moi, c'était de questionner ça et de réfléchir à nouveau, à recréer quelque chose d'un peu cohérent, c'est-à-dire de ne pas être sur quelques spécimens ou un petit bouquet en fait relativement isolé, mais vraiment de rentrer dans une logique de milieu, donc dans une densification. Et cette fois-ci, eh bien, de densifier ce peuplement de cyprès en travaillant également la palette arbustive qui est finalement très peu présente en fait au niveau de l'arboretum, et en ayant une réflexion plus générale de milieu avec un potentiel au niveau de ce talus-là avant effectivement le réservoir historique dont parlera Frédéric tout à l'heure, d'envisager un semis de chênes verts et du coup de recréer vraiment voilà, un milieu plus global aussi pour, dans cette dimension pédagogique dont on parlait tout à l'heure par rapport aux visiteurs, lui faire expérimenter ce que veut dire cette logique de milieu et pas qu'une logique conservatoire de spécimens, et puis pour expérimenter ce que peut être le maquis corse en Île-de-France. Donc voilà, donc une hypothèse de cette nature-là. Et puis également poser la question, tout à l'heure Frédéric en parlait, de l'adaptation, puisque les arboretums finalement à l'origine étaient quand même des lieux d'expérimentation finalement des adaptations d'espèces venues du monde entier, se poser la question de savoir si certaines espèces, notamment qui sont en danger critique d'extinction, pourraient s'acclimater chez nous à plus grande échelle. Tout à l'heure, Frédéric évoquait justement le fait que, en fait, il faut négocier pays par pays pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il est possible non seulement d'acclimater des espèces, mais après de pouvoir les étendre et les utiliser, les commercialiser. Et en fait, moi, je suis partie de l'hypothèse que le Cupressus, Dupresiana, qui est donc le cyprès de Tassili, qui est en danger critique d'extinction du fait de l'aridification constante en fait, des plateaux où il se trouve en Algérie. Dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait le réimplanter ici? Dans quelle mesure un arboretum pourrait en fait, tester cette acclimatation-là pour après pouvoir éventuellement proposer de l'implanter dans des milieux plus urbains et que finalement la ville chez nous puisse devenir un conservatoire des espèces en danger d'extinction ailleurs dans le monde. Donc là vous avez voilà, une photo d'un cyprès de Tassili, et Frédéric, je crois que tout à l'heure tu mentionnais qu'il y en a quelques spécimens présents à l'arboretum également. Il y en a derrière là. Qui sont endémiques d'un plateau montagneux, enfin au centre du Sahara, et qui sont donc extrêmement en danger parce qu'il n'y a plus de régénération naturelle. Et donc du coup, il y a eu des programmes de conservation qui ont fait que des graines ont été envoyées dans différents jardins botaniques dans le monde, et en particulier en France. Mais c'est quand même surprenant que ça puisse pousser à Chèvreloup à côté de mélèzes qui viennent de Sibérie. À l'ONF, il y a un arboriste que certains d'entre vous connaissent peut-être, Thierry Lamant, qui travaille justement sur l'adaptation en fait, d'espèces qui en fait, supportent une plus grande amplitude thermique que les espèces méditerranéennes, et notamment effectivement sur des espèces qui sont des espèces de haut plateau, notamment de Californie et effectivement d'Afrique du Nord, parce que tout simplement ils peuvent supporter le gel, contrairement à certaines de nos espèces méditerranéennes qui n'y sont pas préparées. Et c'est la raison pour laquelle ce cyprès-là fait partie de ces hypothèses, on va dire, d'acclimatation chez nous. Donc voilà, on est devant le réservoir de Chèvreloup, qui est un réservoir qui a été construit en 1680 à l'époque de Louis XIV. Et pour alimenter les fontaines, il y a toujours besoin de plus d'eau. Et de là, ça partait vers le Trianon qui était juste derrière nous tout à l'heure. C'est un étang qui fait 2 hectares. Et il a été bordé dans les années 20 d'un double alignement de marronniers à fleurs rouges. Alors il n'y a plus d'eau depuis le 19e siècle, parce que c'est un bassin qui se faisait comme avec les techniques de l'époque. C'est-à-dire que c'est un fond d'argile. Et une fois que le fond d'argile est fendu, parce qu'il y a eu une sécheresse, il est fendu. Donc soit il faut tout refaire, soit il n'est plus étanche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les araucarias et l'étang. Ok. Il y a un peu de la marche. Alors là, on est à la fin de la zone systématique des conifères, donc à la fin des clairières des conifères. On arrive dans une zone que nous maintenant on appelle le bosquet de Patagonie.
et en particulier l'araucaria. Donc on a un joli groupe d'araucaria, Araucana, l'araucaria du Chili, qui pousse dans les Andes sur la frontière entre le Chili et l'Argentine, qui est un arbre qui est un peu en voie de disparition, un peu pour la même raison que le cyprès du Tassili, puisqu'il y a moins de régénération, parce qu'il y a une sorte d'assèchement de la zone. Et c'est un arbre qui est très intéressant parce qu'il a un port très particulier et des aiguilles sous forme d'écailles très particulières, très grandes. Et c'est un arbre aussi qui est dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des arbres mâles et il y a des arbres femelles. Donc les arbres mâles font des cônes mâles et les arbres femelles font des cônes femelles. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc à gauche, c'est un arbre femelle qui fait des cônes en forme de boule un peu jaune là, qui va donner ces sortes de pommes de pin, donc il y aura des graines dedans. Et à droite, c'est un mâle qui fait des chatons qui produisent du pollen. Alors là, ils sont pas en train de faire du pollen, donc ils ont une couleur marron, mais au moment où ils font du pollen, ils sont tout jaunes. Et on peut voir aussi la variabilité entre les deux. Il y en a un qui a des aiguilles plus larges que l'autre. Et ça, c'est la variation individuelle. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a un troisième araucaria qui est derrière. Je vous inviterai ensuite à faire le tour, qui porte à la fois des cônes mâles et des cônes femelles. Donc c'est un araucaria un peu mutant, étrange, qui est hermaphrodite, ce qui n'est pas normal pour un araucaria. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, au niveau du port de ces arbres, on a l'habitude de voir ces arbres dans les petits jardins de banlieue, bien coniques. Alors c'est très particulier parce que c'est un port extrêmement rigide et très structuré. Mais ce n'est pas la forme finale de l'arbre, ça c'est la forme juvénile. Les araucarias adultes font une cinquantaine de mètres de hauteur dans la nature, chez eux, avec un tronc qui peut être très large, jusqu'à 1,50 m de diamètre, et un port en parasol. C'est-à-dire que toutes les branches du bas disparaissent, le haut s'aplatit, et donc ça fait comme une sorte de grand parasol. Et c'est ce qui est en train de se passer sur ces arbres. Alors ils sont peut-être un peu jeunes pour le faire, mais en même temps, comme les conditions ne sont pas idéales, je pense que le système de vieillissement est accéléré. Donc du coup, les branches du bas disparaissent. Mais c'est normal dans le développement global de l'arbre. Jusqu'à la fin, pour regarder que les branches du sommet. Et on voit qu'il y a deux arbres qui ne sont pas exactement au même stade de développement. Celui-ci un peu plus avancé, mais l'autre en train de se rattraper, puisque depuis 2-3 ans, là, il y a beaucoup de branches basses qui sèchent d'un coup. Alors, est-ce que c'est lié au climat? C'est pas très clair, mais en tout cas, ça fait partie de son mode de développement normal. Et on n'est pas très inquiet tant que les branches du haut ne sont pas atteintes, ne roussissent pas. On n'est pas très inquiet que les branches du bas disparaissent les unes après les autres. Je lui ai dit, bah, comme ça ne fera pas même. Alors là, on vient de traverser les éléments qui datent du plan Chausse-Mich. Donc on a traversé l'allée de Mélèze. Et là, on est à l'allée suivante qui est l'allée des Pterocaria. Les Pterocaria, c'est la famille des noyers, Juglandacées. Et en fait, ça avait plein de petites inflorescences qui pendent dans petites pendoques comme ça, qui sont des sortes de mini-noix, mais ailées. Pterocaria, ça veut dire noix ailée en latin. Et donc chacune des petits éléments de ces inflorescences pendantes, c'est une petite noix avec des ailes. Donc au lieu d'être dispersées par les animaux comme les noix classiques, celles-ci sont dispersées par le vent. Et dans la difficulté qu'on a dans nos gestions de forêt, c'est parce que ce sont des forêts cultivées. Donc on se trouve maintenant au bord de l'étang qui a été creusé dans les années 70, qu'on appelle maintenant l'étang Oéron parce qu'il y a une faune sauvage très intéressante qui l'occupe. Et donc on est au centre de la zone horticole de l'arboretum, du secteur horticole, où il y a toutes les créations variétales humaines. Mais on a aussi regroupé différentes essences qui avaient besoin d'eau à cet endroit-là, pour des raisons culturales. Et on a par exemple des cyprès chauves, des taxodiums. Et avec cette espèce-là qui est très intéressante, c'est le Taxodium mucronatum, le cyprès du Mexique, ou cyprès de Montezuma, qui est un des représentants de l'espèce qui a le tronc le plus large au monde. Donc c'est l'arbre de Thulé qui est au Mexique, qui fait alors j'ai plus le diamètre du tronc, mais qui fait, je crois, 15 mètres de diamètre. Mais il n'est pas très haut, mais il est très très large. Et c'est un cyprès qui est intéressant parce que c'est très très proche du cyprès chauve classique qu'on connaît dans les jardins. Mais il pousse plus au sud. Alors certains botanistes disent que c'est la même espèce, mais c'est une variété de l'espèce. Et la différence, c'est que lui, les hivers ne sont pas froids, mais par contre les étés sont secs, là où il pousse. Donc il a tendance à avoir un cycle inversé, c'est-à-dire à perdre plutôt ses feuilles en été et garder ses feuilles en hiver. Et on le retrouve ça chez nous ici, c'est-à-dire qu'il perd ses feuilles beaucoup plus tard que les autres, mais quand il fait vraiment trop froid, il finit par les perdre. Et en été, quand il n'est pas vraiment au bord de l'eau, alors ceux-là ils sont vraiment au bord de l'eau, donc ils ne perdent pas, mais on a au jardin des plantes, en été, ils ont tendance à perdre leurs feuilles et à repousser à l'automne. Voilà. Et je laisse la parole à Kinga.
Ce site donc, de l'étang, c'est la troisième zone, c'est ma troisième zone d'étude de cas en fait, et d'hypothèse de projet de paysage, pour plusieurs raisons. La première raison est intimement liée eh bien, à l'histoire hydrologique du site, puisque en fait, comme on l'évoquait tout à l'heure brièvement, la plaine de Versailles, historiquement, était une plaine marécageuse qui a été asséchée pour développer le domaine que l'on connaît actuellement. Donc asséché dans un premier temps et ensuite qui a été parsemé de multiples étangs artificiels en fait, qui permettaient eh bien, de créer un rôle d'adduction d'eau en fait, pour pouvoir en fait, alimenter les fontaines de Versailles. Donc c'était intéressant voilà, de partir de cette histoire-là. De cette histoire-là aussi pour évoquer quelque chose qui est également pour le coup intimement lié à la vocation d'un arboretum, qui est en fait la dimension d'acclimatation. Comme le disait Frédéric ici, nous avons des spécimens de cyprès chauves, de cyprès du Mexique. Nous avons aussi de l'autre côté de la berge des chênes rouges d'Amérique notamment. Et pour moi l'idée c'était d'essayer de valoriser en fait justement ces arbres, donc arbres de zone humide, pour eh bien, les redensifier des zones, donc pour les mettre plus en valeur. A contrario, de l'autre côté en fait, du rivage, pour procéder par soustraction, c'est-à-dire peut-être soit de soustraire, soit de ne pas renouveler en fait en fin de vie certaines espèces pour vraiment créer l'accent sur des espèces qui sont propres à ces zones humides. Et puis le troisième aspect qui était important pour moi de valoriser, c'était la pratique actuelle en fait des usagers de l'arboretum de Chèvreloup. Là on le voit peut-être pas cet après-midi parce que voilà, il y a beaucoup de monde et beaucoup de visiteurs, mais à certaines heures en fait, nous avons pas mal de photographes animaliers qui viennent s'isoler ici et qui viennent photographier notamment la faune autour de l'étang. Et donc dans le projet, l'idée c'était vraiment de mettre eh bien, en valeur, tout simplement comme pour les autres, tout ce qui est déjà, tout ce qui fait la richesse du site, mais d'essayer de l'exhumer un peu plus. Donc là, voilà, c'est un plan en fait du projet d'aménagement de l'étang, avec l'aménagement d'un ponton, voilà, d'un ponton pour eh bien, reconquérir en fait la relation avec l'eau, et puis pour également pouvoir offrir des fenêtres d'interprétation du paysage, donc à la fois sur la question de la zone humide, également sur ces espèces propres aux zones humides, pour le coup originaires d'Amérique, pour là évoquer l'histoire de la botanique, donc l'histoire des chasseurs de plantes et de toute cette épopée voilà, des chasseurs de graines en fait, qui ont permis l'acclimatation des espèces qu'on connaît aujourd'hui. Et puis enfin, eh bien, tout au bout du ponton, aménager un lieu d'observation effectivement de la vie faune pour les photographes animaliers, voilà, et pour finalement pouvoir répondre à diverses vocations, voilà, à la fois historiques, mais également de pratiques actuelles du site et de demandes sociales au niveau de l'arboretum. Merci. Clôture cette séance, merci beaucoup. Et puis, on te souhaite une bonne vie de responsable de l'arboretum. Merci. Merci beaucoup. Et ben, j'espère à bientôt parce qu'on en fait, on a fait un grand tour, mais on n'a pas fait tout l'arboretum. Donc je vous invite à revenir quand vous pouvez, parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Et moi, depuis des années que je travaille à l'arboretum, à chaque fois que je vais en profondeur, même en préparant cette visite, j'ai retrouvé des choses que je n'avais pas vues ou que j'avais oubliées. Et il y a vraiment toujours des surprises. Donc il faut venir plusieurs fois, il y a plusieurs saisons. Merci. Merci.